Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte, 9e saison et numéro 303 déjà. Et oui, et je suis très heureux de vous recevoir, Monsieur le Premier ministre. Alors, merci Dominique de Villepin. Non, ça me fait plaisir d'avoir choisi Riposte le lendemain, ou presque, de votre audition ce jeudi chez les juges du pôle financier, Ponce et Edoui, où vous êtes messieurs Ponce et Edoui, où vous étiez entendus dans le cadre de la ténébreuse affaire, comme dirait Balzac, Clearstream. Votre actualité, bien sûr, je ne l'oublie pas, on en parlera tout à l'heure avec Philippe Solers, avec Géraldine Mühlmann. C'est la sortie de votre livre, celui-ci, paru chez Perrin, Le Soleil Noir de la puissance. C'est le début, je crois, d'une trilogie sur l'épopée napoléonienne. 4 ouvrages. 4 ouvrages. 4. Bon, très bien. Et aussi, tout à l'heure, nous retrouverons Monsieur Godet, qui est un spécialiste, évidemment, un économiste, et François Hesbourg, un grand spécialiste des questions de stratégie, etc. Et nous ferons, en gros, le bilan des premiers temps du gouvernement Sarkozy. Mais alors, j'ai envie de vous poser une question. Tout à l'heure, vous êtes arrivé sur le plateau, là, parce qu'on est en direct. Les gens vous ont applaudi. Il y avait les gens qui faisaient la queue pour l'Élysée, là, vous savez, pour la journée du patrimoine, ils vous ont applaudi. Vous avez fait quoi ? C'est sympathique. Oui. C'est sympathique. Et puis, dans les moments que je traverse, oui, on a le sentiment d'aller vers une vérité profonde. Une vérité que l'on porte en soi. Donc ce sont des moments forts. Ce sont des moments où on est confronté avec soi-même, au pire des tribunaux, c'est-à-dire sa propre exigence. Ce qui vous fait bouger dans la vie, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on défend son pays. Et dans ces moments-là, je crois, on revient à l'essentiel. Parce que vous savez, la politique, c'est souvent beaucoup de choses superficielles. C'est souvent des honneurs, des choses légères, mais qui sont loin de la vérité d'un engagement politique. Or, je peux dire que depuis plusieurs mois, ce que je ressens aujourd'hui profondément, c'est la vérité de notre pays. La vérité d'un pays qui a besoin que l'on s'appuie sur lui, qu'on se batte pour lui, et c'est ça qui me fait bouger aujourd'hui. Mais vous savez, je vous fais une confidence à mon tour, comme ça. Cette émission a été assez compliquée à organiser, car je peux vous le dire maintenant, beaucoup de personnes que nous avons contactées ont refusé de venir. Alors, timidité, pudeur, je ne ferai pas de listing, moi, je ne ferai pas de listing. Mais je ne vous donnerai pas les noms. Mais nous avons eu 2 catégories de refus. Les premiers qui vous disaient, non, moi je ne veux pas participer à une opération médiatique, à l'écran de fumée qu'il dresse, vous, Dominique de Villepin, pour se dédouaner dans l'affaire Clearstream. Puis il y a ceux qui nous ont dit « Oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé, quel dommage, mais j'ai piscine. Un atelier de macramé, une terrible angine blanche, enfin, vous voyez le genre, quoi. » Et on entendait presque au-delà des mots « J'ai pas envie d'avoir des histoires avec l'Élysée. » Comment analysez-vous ces réactions qui, je vous jure, sont exactes ? C'est quelque chose que je connais bien, parce que le pouvoir crée toujours autour de lui une certaine forme de peur. Surtout quand ce pouvoir s'installe, quand ce pouvoir a une dimension personnelle forte à travers l'engagement, qui est celui du président de la République. Et l'idée de déplaire, évidemment, fait peur à un certain nombre de gens. Donc, je vois bien... spécialement en ce moment ou quoi ? Je vois bien, et je le ressens quand je me promène dans la rue. Il y a une formidable spontanéité des Français qui viennent vers moi. Il y a plus de barrières. Vous savez, quand vous êtes Premier ministre, forcément, on hésite. Là, il n'y a plus de barrières. Il y a une forme de fraternité qui se ressent. Je fais 15 km tous les jours de course à pied. Alors, ceux qui sont à vélo, ceux qui sont avec leurs poussettes, n'hésitent pas aujourd'hui à m'aborder et à le faire avec beaucoup de générosité et beaucoup de gentillesse. Les blogueurs, les blogueuses, quand on regarde le net, il y a une différence formidable avec ce qu'on lit dans la presse. Il y a un autre regard, il y a une fraîcheur, il y a une exigence. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce qui apparaît, une affaire entre le président de la République et le Premier ministre que j'étais, tout ça fait un peu peur. Ce que je souhaite, c'est qu'on revienne à la vérité de ce dossier. Et c'est à quoi je m'efforce maintenant depuis plusieurs mois, depuis que j'ai connaissance de la réalité et du fond du dossier. Mais les gens ont peur de quoi ? De déplaire à l'Élysée, de déplaire à Sarkozy, de quoi faire en parlant pour vous, si j'ose dire, de votre côté. C'est quoi Je ne crois pas que le problème soit de parler pour ou contre. Non, mais quand même. Le problème, c'est l'inquiétude qu'il y a d'être vu avec, l'inquiétude qu'il y a de déplaire, l'inquiétude qu'il y a de donner le sentiment qu'on peut prendre parti. Et c'est vrai que très souvent, beaucoup de gens que je connais, beaucoup de hautes personnalités s'approchent de moi en me disant « Vous savez, on est avec vous, mais ne le dites pas. » Il y a une inquiétude.
Et ça, je pense qu'il est très important pour un pouvoir. C'est pour ça que je me suis permis de prononcer le mot de cour. C'est un mot que je prononce depuis 2001. J'ai fait un livre pour dénoncer le rôle de la cour. Mais vous y êtes allé carrément. C'est j'y étais carrément. Entouré de bénis oui et de courtisans. J'y étais carrément. Pourquoi ? Parce que je sais que tout nouveau pouvoir qui s'installe est guetté par ce risque. Ben vous aussi. Et si, vous aussi. Oui, mais je vais vous dire, moi j'avais de la chance. J'étais auprès d'un homme, Jacques Chirac, qui n'a jamais accepté aucune forme de cour. Tout simplement parce que c'est un homme qui n'est pas sensible à la flatterie. C'est un homme qui a des amitiés anciennes, c'est un homme qui est proche du terroir, c'est un homme qui ne fréquente pas les puissants et les grands. Vous étiez le collaborateur de Jacques Chirac ? Écoutez, moi je n'ai jamais eu le sentiment d'être le collaborateur de Jacques Chirac. Vous savez pourquoi je dis ça ? Puisque c'est bien, mais je l'ai dit, je pense que François Fillon était son collaborateur. Oui, mais je pense que le mot a été mal choisi, parce que Nicolas Sarkozy connaît bien la politique, et c'est un formidable homme politique. Donc je pense que ce mot a été mal choisi. Et François Fillon, dans le rôle qu'il tient, d'homme politique expérimenté, et qui plus est avec une vraie légitimité quand il aborde la question des régimes spéciaux et des retraites, en aucun cas ne saurait être comparé à un collaborateur. D'accord. En tout cas, vous sentez qu'il y a une peur collective comme ça. Est-ce que vous sentez aussi une connivence ? Est-ce que cette peur passe aussi par les médias par rapport à vous ? Comment vous sentez ça ? Comment vous l'interprétez ça ? Nous sommes un pays très fragile du point de vue de la Cour. Très fragile tout court d'ailleurs, et ça a été une des inquiétudes successives des présidents de la République, François Mitterrand, Jacques Chirac, la peur d'une cassure sociale, d'une cassure psychologique. Nous l'avons vu au lendemain de la guerre, 40-45, quand Général de Gaulle a porté sur lui l'idée d'une France qui ne pouvait pas encore regarder son passé en face. Alors on transcendait cela à travers la résistance française. Nous avons toujours eu du mal à regarder la réalité en face. Toute l'histoire de Napoléon, c'est l'histoire d'une occultation. On n'est pas capable de regarder la Révolution française telle qu'elle était. Alors on fait de la Révolution française un temps de liberté, on oublie les têtes que l'on coupait. Cette occultation, elle permet de transcender les difficultés. Mais à un moment donné, on se doit de regarder la réalité en face. Et je le dis très tranquillement depuis plusieurs semaines. La réalité aujourd'hui de notre pays, c'est que nous sommes confrontés à une situation économique difficile, compte tenu de la conjoncture mondiale. Nous n'éviterons pas un tournant économique majeur du point de vue de la politique économique. Et ce que je souhaite, moi, c'est donner du courage, dans le fond, à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Pourquoi ? C'est ma famille politique. Nicolas Sarkozy en manque ? Il a de l'énergie, il a de la volonté. Mais vous savez, pour oser prendre des décisions difficiles, il faut y être encouragé. Or, la Cour, elle fait tout, sauf vous pousser dans la bonne direction. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons une consommation qui se porte bien en France. Nous avons une croissance qui faiblit. Nous avons un investissement qui faiblit. Nous avons un commerce extérieur qui nous pose problème. Nous avons des déficits qui s'accroissent. Il faut avoir le courage, aujourd'hui, de faire ce que l'Allemagne a fait. C'est-à-dire des réformes, une politique qui nous permette de relancer la compétitivité, qui s'appuie sur les petites et moyennes entreprises qui sont véritablement le socle de la croissance. Mais Sarkozy n'a pas ce courage ? Et je pense qu'il l'a, mais il a différé le temps de la décision. Parce que pourquoi ? Il a peut-être pensé qu'il pourrait faire l'économie de ce travail difficile et qu'il lui suffirait d'appliquer les réformes qu'il a promises. Or, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on peut appliquer toutes les réformes de la campagne présidentielle. Rien ne sera à la mesure des enjeux d'aujourd'hui. Il faut quelque chose de plus. Il faut à la fois des réformes de structure beaucoup plus importantes que celles qui ont été évoquées, et il faut en même temps un changement de politique économique qui n'est pas suffisant et qui ne peut trouver sa réponse dans une imprécation auprès de la politique européenne. On peut se plaindre de la politique auprès de la politique européenne. On peut se plaindre. Aujourd'hui, on le voit bien. Nous sommes isolés. Il fait bouger l'Europe. Non, mais nous sommes isolés en Europe. Nous souhaitons un changement. Il a fait bouger Sarkozy. Non, mais il a, à juste titre, fait bouger l'Europe sur le mini-traité, avec Mme Merkel. Vous savez, en politique étrangère, il faut être juste, il faut savoir qu'on ne fait rien tout seul. Mais aujourd'hui, le problème, il est tout autre. Est-ce qu'on peut faire bouger la politique de la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'on peut faire bouger les Européens sur les marchés publics pour les petites et moyennes entreprises? Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc il faut que nous commencions par nous-mêmes. Les Allemands, quand ils ont décidé Schröder, parce que c'est Schröder, c'est Gerhard Schröder qui a fait les grandes réformes qui permettent à l'Allemagne d'être aujourd'hui là où ils sont, ils ont décidé à un moment donné de s'adapter à la mondialisation. Et ils ont décidé d'avoir une politique de compétitivité sur les grands marchés émergents, la Chine, l'Inde, les grands pays du tiers-monde, qui leur permet aujourd'hui d'avoir la croissance qu'ils ont. Et nous, non. Alors nous ne l'avons pas fait pour une raison simple. C'est quand j'étais aux affaires, pendant les 2 dernières années du quinquennat Chirac, il y avait un doute et une inquiétude. Il y avait une crise de confiance. Dans cette crise de confiance, j'ai cherché à améliorer les fondamentaux de notre pays en donnant aux petites et moyennes entreprises la possibilité de faire ce qu'elles avaient du mal à faire. Aujourd'hui, la confiance est là. Il nous faut absolument profiter de cette confiance pour ne pas nous tromper de politique. Aujourd'hui, vouloir accroître la consommation, nous le savons tous,
ça relance quoi? Les importations, les écrans plats japonais, les exportations chinoises vers notre pays. C'est pas ça qui va nous donner de la croissance. Pour avoir 3% de croissance, il faut un changement majeur de politique économique en France. D'accord. Alors revenons sur l'affaire Christine, si vous voulez bien. Alors on va faire un rappel des faits. Enfin, pour les amnésiques, les enfants, les distraits, les gens simples. Enfin, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire moi en particulier. Enfin, parce que je ne comprends pas grand-chose. Elle n'est pas claire. Y compris moi. Il n'y a rien de clair. Y compris moi, il y a quelques semaines. Vous-même, vous ne compreniez rien? Moi, j'ai mis. Vous en êtes le chef d'orchestre clandestin. Oui, bien sûr, oui. Monsieur Moiti. Moi, je vais vous dire, j'ai compris l'affaire Clearstream quand j'ai pu prendre connaissance des 27 tomes de l'instruction. Il y a quelques semaines, c'est-à-dire autour du 20. Et vous avez répondu par 82 pages. Et j'ai répondu par quelques premiers éléments. Le 13 décembre, le 13 septembre dernier, 80 pages, quelques premiers éléments, parce que ce sont les premières analyses que j'étais amené à faire sur ce dossier, en donnant par ailleurs quelques pièces qui me paraissent importantes. Sans entrer dans le détail, si on va faire un jeu, en 2 mots, comment vous la résumeriez, vous, un enfant? Alors c'est très difficile à résumer parce qu'il y a 4 affaires. L'affaire Clearstream, c'est 4 affaires. Non mais c'est très simple, 4 affaires. Il y a une affaire Clearstream, le réseau mafieux et financier qui a été dénoncé depuis des années et qui s'avère ne pas être un réseau mafieux, l'affaire des affaires. Il y a l'affaire des frégates de Taïwan, qui n'est toujours pas élucidée, plusieurs centaines de millions de rétrocommissions qui se sont évaporées. On pourrait demain, en levant le secret défense, connaître la réalité sur cette affaire des frégates, et on réglerait beaucoup de questions. Il y a une 3e affaire, qui est celle des rivalités industrielles dans le monde de l'armement en 2004. Pas uniquement EDS, c'est toute la restructuration de l'industrie de l'armement et les rivalités qui sont apparues. Alors, que viennent faire les noms de ces hommes politiques? Madeleine, Chevènement et votre ami Nicolas Sarkozy. Qui apparaît sous un patronyme. Eh bien, figurez-vous, figurez-vous, Serge Moiti, ces noms sont apparus en 2003, à un moment où moi, je n'étais même pas saisi de ce dossier. C'est l'un des mystères de cette affaire. C'est pas ce qu'ont dit vos ex-amis, Gergorin et Rondeau. Non, mais attendez, distinguons les choses. Cette affaire, elle a un fondement matériel très précis qui sont des listings. En 2003, il y a des noms d'hommes politiques qui apparaissent. Mystérieusement, comme ça. Je ne connais même pas l'affaire. Je n'en suis pas saisi. Il y a, en 2004, le nom de Nicolas Sarkozy, a priori, parce qu'il est peut-être apparu avant, personne n'en sait rien, sous forme d'un patronyme. D'accord, oui. Il n'est donc pas visé directement dans cette affaire. Oui. Mais lui, au mois de juillet, dit « c'est moi qui suis visé » après avoir vérifié que ce n'était pas son père. C'est lui. Donc nous sommes dans une affaire où à aucun moment il n'y a eu de campagne de calomnie contre les uns et les autres, puisque au moment même où cette affaire est apparue dans la presse, bien évidemment, chacun a compris qu'il s'agissait. Mais vous, quand même, ça vous a arrangé. D'une certaine façon, ça vous a arrangé de voir le nom de Sarkozy. Monsieur Moiti, honnêtement, mais moi, ça m'arrangerait parfois de voir des noms d'ennemis comme ça qui circulent. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, Monsieur Moiti, on oublie que Nicolas Sarkozy, en 1997, c'est moi qui l'ai fait revenir dans la vie politique. Vous savez, il y a 2 catégories de comportements politiques. Le premier, ce sont ceux qui se réjouissent de voir que leurs amis ou leurs amis ennemis ont des difficultés. C'est vous qui le faites revenir. D'accord, il était en disgrâce parce qu'il avait été baladé. Il y a une deuxième catégorie d'hommes politiques. D'accord. Et de ce point de vue-là, je dirais que je suis un fidèle de Bonaparte. Je pense qu'en politique, on est fort quand on sait s'entourer de gens différents et quand on sait faire un pack d'union avec des gens différents. Quand Bonaparte s'entoure de Talleyrand et Fouché. Mais quand il s'entoure de Talleyrand et Fouché, il ne s'entoure pas d'amis, puisqu'il sait depuis le début que ces gens-là conspirent contre lui. Dans cette histoire, Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous n'êtes pas du tout l'arroseur, mais l'arrosé, vous n'êtes pas le coupable, mais la victime. Enfin, vous définissez cette affaire comme industrielle et non politique. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de cette affaire, je vais être brutal, mais enfin, je reprends vos mots, d'une justice sous influence et d'une police sous pression? C'est vous qui le dites. Les mots sont sortis de leur contexte, mais la vérité, c'est que je pense que ce dossier est vivement impressionné. Je préfère ce mot au mot que vous employez, qui sont sortis de leur contexte. Alors, quand vous avez un ancien Premier ministre, un ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et un président de la République qui se retrouvent dans un même dossier, et que vous êtes dans la police judiciaire, quand vous êtes au ministère de la Justice, ou que vous êtes journaliste, par définition, cette affaire, elle est hors norme. Hors norme. Vous avez une histoire à raconter. Vous avez quelque chose de sulfureux. Forcément, cette affaire-là vous impressionne. Or, vulgairement, elle vous fout la trouille. Elle vous fout la trouille. En tout cas, elle vous conduit à avoir des comportements qui ne sont pas ceux que vous auriez dans un vulgaire dossier dit de dénonciation calomnieuse. Elle n'est pas une affaire habituelle. Or, dans cette affaire, je suis mis dans une position qui, à chaque étape, quelles que soient les accusations qui sont portées contre moi et les réponses que je puisse apporter, continuent à prospérer. Je vous donne un exemple. Il y a eu 2 grandes étapes dans cette affaire. La première étape, Nicolas Sarkozy a considéré, à la fin de 2004, qu'il y avait un rapport
enquête de la DST qui l'innocentait et que moi, ministre de l'Intérieur, eh bien, je tenais sous le coude, alors que j'aurais pu le faire sortir. L'instruction a montré que ce rapport n'avait jamais existé. Depuis ce temps-là, eh bien, je continue d'être mis sur la sellette comme celui qui aurait, en gros, inspiré cette affaire. Deuxième temps, des notes rondeaux qui sont des notes impressionnistes, issues de photocopies, qui ont été écrites à différents moments. Enfin, à différents moments. Oui, mais à différents moments. Oui, mais vous savez, il faut savoir interpréter des notes. Des notes rondeaux, y compris encore très récemment, des notes qui étaient sur son IPAC, je ne connais rien à l'informatique, qui étaient sur son IPAC, et qui semblaient accréditer l'idée de toute une série de réunions que j'aurais pu avoir avec tel et tel acteur. Oui, mais... Vous donnez des instructions précises pour accabler Sarkozy. Monsieur Moiti, de qui M. Rondeau tirait-il son information? Justement, de la personne qui était censée avoir eu ces contacts. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis jeudi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un système où les gens ne font que répéter ce que quelqu'un leur a dit, et nous avons une affaire qui, quels que soient les démentis que je puisse apporter, continue de prospérer. Je vous prends un pari, M. Moiti, aujourd'hui. Allez, c'est dans une semaine, dans 15 jours, vous aurez à nouveau à la une de vos journaux une pièce, une déclaration qui accable Dominique de Villepin. Eh bien, moi, je vous dis qu'il n'y a pas une chance sur 1 million que dans cette affaire de dénonciation calomnieuse, on puisse, au terme de l'instruction, me reprocher quoi que ce soit. Je répondrai à toutes les questions et je prouverai, parce que malheureusement, instruction à charge et à décharge, je suis dans la situation aujourd'hui à avoir à prouver mon innocence. Et je le dis, s'il n'y avait pas un tel acharnement de mes amis ou de mes ennemis, eh bien je pense que peut-être on ne me prêterait pas l'avenir qu'on veut me prêter aujourd'hui. Sarkozy vous en veut c'est une erreur. Sarkozy, Monsieur Moiti, je pense qu'il y a des gens, et c'est là où je parle de la cour et des entourages, il y a des gens qui jouent des rôles très néfastes dans la République. Ça peut être des journalistes, ça peut être toutes sortes de gens, d'industriels ou autres, qui remontent comme des pendules les hommes politiques, en leur disant « mais c'est ton ami machin qui a fait ceci et qui a fait cela ». Et quand vous êtes au pouvoir, vous êtes fragile, vous êtes influençable, vous êtes vulnérable, vous le croyez, vous voyez les pièces sans les regarder longuement, vous interprétez, on vous suggère, vous y croyez. Mais c'est vous la victime maintenant pour vous? Je crois qu'aujourd'hui c'est moi qui suis sur la sellette, et d'ailleurs c'est bien pour ça que je me bats, parce que j'estime que dans un état de droit, on ne peut pas accepter, dans un pays démocratique. On ne vit pas comme dans un pays démocratique en ce moment, dans cette affaire? Je pense que dans cette affaire, je n'ai pas les prérogatives qui sont réservées à un citoyen normal. Et c'est pour cela que je n'ai pas choisi de demander ce que j'avais la possibilité de saisir la Cour de la République. Pourquoi? Parce que vous voulez prouver quoi à travers cette affaire? Justement, si je saisis la Cour de justice de la République, eh bien, au terme d'un parcours de plusieurs années, on finira par dire il n'y a rien dans ce dossier. Merci, monsieur. Oh, mais c'est sûr. Merci, monsieur de Villepin. J'accepte de jouer le jeu, y compris avec une instruction qui est partie sur des bases politiques, alors que je le redis... Une caution de 200 000 euros et tout ça. Bon, d'accord. Je le redis, cette affaire n'est pas politique. La possibilité de serrer la main à votre ami, à votre président de la République, Jacques Chirac, humiliation... Je vous demande pourquoi. Peu importe, j'accepte tout cela bien volontiers. Mais, au terme de cette instruction judiciaire, avec les juges qui sont en charge du dossier, qui ont déjà fait un formidable travail, ce travail... il est plus facile de le compléter pour finalement arriver à la vérité que de repartir de zéro, pour n'avoir simplement qu'à m'innocenter. Moi, je veux comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier. Et je veux faire de ce dossier quelque chose d'exemplaire. Je veux qu'on comprenne comment il est possible, en France, dans une affaire qui n'a rien de politique, de faire déraper un dossier. Et c'est là où je crois qu'il y a un combat qui vaut la peine d'être mené. Parce que sinon, croyez-moi, j'aimerais faire tout à fait autre chose. Je ne peux pas vous dire que cette affaire, en aucune façon, n'altère ma sérénité. Comment vous qualifieriez vos rapports avec Nicolas Sarkozy? Écoutez, j'ai vu Nicolas Sarkozy juste avant l'été. Non mais sérieusement, sans... Mais je vous dis, je l'ai vu juste avant l'été. D'amour fou, je n'y croirais pas. Je l'ai vu juste avant l'été. Nicolas Sarkozy m'a proposé toutes sortes de possibilités pour le futur, de responsabilités à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. J'ai dit à Nicolas Sarkozy que la seule chose que je demandais... C'était quoi? C'est la paix. La paix? La paix. La possibilité de faire ce que j'aime pendant un temps donné. Si notre pays fait face... La paix, c'est la fin de l'état de guerre. Non, c'est même pas ça. C'est la possibilité. Non, la paix, c'est la volonté, la possibilité de faire ce que j'aime pendant un temps donné. Il est évident que quand on a l'engagement qui est le mien au service de la France, on ne l'abandonne pas. Mais j'ai envie de faire pendant un temps autre chose. Aujourd'hui, le combat que je mène me ramène à cela, mais j'aimerais pouvoir... Vous craignez pour notre démocratie? Je pense que dans la démocratie française, il y a des grosses fragilités. Et que nous avons historiquement un problème depuis la Révolution française. Ne jetons pas l'opprobre sur quiconque. Depuis la Révolution française, il y a un double problème. La Révolution française
a ouvert une guerre entre les pouvoirs, entre les différents pouvoirs, entre l'exécutif et le législatif. Ça s'est développé avec la justice et aujourd'hui s'y ajoutent les médias. Tous ces pouvoirs sont en guerre entre eux. Nous devons faire en sorte que sur le plan institutionnel, ce que Napoléon avait tenté, donner un gouvernement à la France, eh bien, soit enfin possible avec une vraie stabilité. Deuxièmement, les rapports entre le pouvoir et la société n'ont jamais été stabilisés. C'est bien cela qui pose problème, et c'est pour cela que nous n'avons résolu cette équation difficile d'une bataille entre le pouvoir et la société qu'à travers le pouvoir personnel. Vous savez, pouvoir personnel de Napoléon, pouvoir personnel du général de Gaulle, et aujourd'hui risque d'un pouvoir personnel à nouveau. de Sarkozy. Oui. Je pense que la vraie démocratie, c'est celle où on retrouve l'esprit de liberté qui nous a fait défaut. Depuis 1789, la liberté n'est pas une idée neuve en France. C'était une idée neuve au XVIIIe siècle, ce n'est plus une idée neuve dans notre pays. Au fond, avec la relative difficulté vit le PS en ce moment, etc., avec Besancenot, vous êtes la seule opposition, à peu près. Moi, je ne suis pas du tout. Vous n'êtes pas en opposition. On a volontiers dit. Vous dites l'aiguillon. Oui, aiguillon. On a volontiers dit que j'étais le chef de l'opposition. Ce que je veux être, avec tous ceux qui ont des idées, c'est le chef de la proposition. C'est-à-dire quelqu'un qui donne des idées. Et je crois que nous avons un gouvernement qui est capable de mettre en œuvre les bonnes réformes. Vous ne voulez pas faire à Sarkozy ce qu'il a fait à Chirac? Non, pas du tout. Non. Je pense que cela correspondait à un temps qui était celui de la conquête du pouvoir. D'ailleurs, regardez à quel point c'est intéressant. Pour conquérir le pouvoir, Nicolas Sarkozy a pris l'UMP et il a systématiquement décidé d'organiser une opposition interne pendant les 5 années qui ont été le quinquennat Chirac. Aujourd'hui, il n'y a plus d'UMP. Nous avons une direction collégiale, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'UMP. Ça fera plaisir à Devedjian, ça. Oui, mais Devedjian est quelqu'un de remarquable. Mais il faut porter un mouvement, l'incarner, le personnaliser si vous voulez mener un combat politique. Or, que va-t-il se passer dans 2 ans quand François Fillon arrivera à la période où, en général, on passe le bâton? Il est toujours là dans 2 ans, parce que je lui on dit que c'est difficile. Mais dans 2 ans, il faudra qu'il passe le bâton à un autre Premier ministre. Dans 5 ans, nous aurons à nouveau des élections présidentielles. Dans 6 mois, nous allons avoir des élections municipales. Je pense que nous ne nous préparons pas suffisamment au sein de la majorité. Françoise de Panafieux est une femme pleine de qualité. Peut-on gagner Paris aujourd'hui face à un maire de Paris extrêmement dynamique qui a pris des initiatives qui sont reconnues par les Parisiens? Il a fait bien. Pouvons-nous faire mieux? Je le crois. Est-ce que nous avons l'équipe pour gagner? Est-ce que nous nous dotons des meilleurs pour gagner? Eh bien, je pose la question. Vous avez la réponse. Eh bien, la réponse, c'est que je pense que nous ne mobilisons pas forcément les meilleurs atouts de notre majorité pour gagner. Allez-y, vous vous présentez jamais, allez-y. Monsieur Moiti, nous avons 3 premiers ministres dans notre famille politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un capital d'expérience, un capital d'autorité exceptionnel. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Je pense que Nicolas Sarkozy doit, dans sa tête, opérer une métamorphose essentielle. Il est président de la République, il n'a plus rien à prouver à la majorité. Il n'est plus en campagne, d'accord. Il doit s'entourer des meilleurs. Il doit faire en sorte que chacun joue sa partition au sein de la majorité. Cette période psychologique, nous ne l'avons pas encore franchie. Donc, vous. Mais moi, je suis prêt vous êtes prêt. à accepter toutes sortes de responsabilités. Toutes sortes de responsabilités. Toutes sortes de responsabilités. Très bien. Toutes sortes de responsabilités, monsieur Moiti, à une condition. Une condition. De le faire dans le respect, avec des objectifs et avec des stratégies clairement fixées. Je vois mes camarades ministres aujourd'hui. Je vois bien, on parlait d'impression, je vois bien qu'eux aussi se cherchent. Ils ont du mal à trouver leur place. Pour François Fillon, c'est pas facile. Si vous voulez libérer les énergies... Vous plaignez François Fillon un peu. Mais je le plains, il est dans une situation plus difficile que la mienne. mienne. Et moi je plains depuis quelques instants Françoise de Panafieux. Plus difficile que la mienne, mais pas depuis quelques instants. Françoise de Panafieux, je vous le dis, a des atouts. Pour qu'elle gagne, donnons-lui les moyens de gagner. Sortons de cette guéguerre parisienne au sein de notre famille politique qui, dans le fond, n'arrive pas à se décider. On est à 6 mois, on est capable de faire des choix. Faisons-les. Je pense que nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de courage et nous avons besoin de sortir de la période présidentielle. Merci. Pour clore notre face-à-face, dont je vous remercie beaucoup, et avant de rejoindre nos invités, je vous propose de revoir une archive. C'est comme ça. Bon. Alors, cette archive n'est sûrement pas un des moments les plus agréables de votre vie. Je suis désolé, j'aurais aimé... Mais, monsieur Moiti, il n'y a pas de moments agréables ou désagréables. Il y a des moments qui comptent. Je suis d'accord. Et j'assume tout, y compris les moments désagréables. C'est celui où vous annoncez officiellement que vous renoncez au projet du CPE. Regardez, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat première embauche. J'ai proposé au Président de la République, qui l'a accepté, le remplacement de l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances
par des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes les plus en difficulté. J'ai voulu agir vite parce que la situation dramatique et le désespoir de beaucoup de jeunes l'exigent. J'ai voulu proposer une solution forte. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. Donc on va réagir sur cette archive, Monsieur le Premier ministre, mais je vous présente tout d'abord nos invités. Géraldine Mühlmann, professeure de sciences politiques et agrégée de philosophie, s'il vous plaît. Michel Godet, économiste inclassable, on va dire ça, économiste inclassable, l'homme du travailler plus pour gagner plus. Ça a eu du succès, ça. Et auteur du Courage du bon sens, qui est paru chez Odile Jacob. Également avec nous, François Hesbourg, qui est peut-être le stratège, le spécialiste des relations stratégiques et du terrorisme, etc., qui vient de sortir un livre sur l'Iran qui s'appelle «L'Iran, le choix des armes», paru chez Stock, qui est un livre tout à fait passionnant. Enfin, le talentueux Philippe Solers, persifleur, moqueur, frondeur. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, Philippe, pardonnez-moi, mais vous étiez totalement transi d'amour, vous regardiez Ségolène Royal comme ça, enfin, etc. Vous parliez de Ségolène Royal, absolument. Alors, on va voir si vous avez la même ardeur pour Dominique de Villepin. Je n'ai pas les mêmes talents que Ségolène Royal. Non, mais d'accord, mais en tout cas, c'était bouleversant. Enfin, vous vous souvenez, c'était absolument extraordinaire. Mais on le comprend, on le comprend. Alors, le retrait du CPE. Alors, juste un petit mot comme ça sur le retrait du CPE. Est-ce que pour vous, les uns et les autres, et après, je voudrais bien que vous commentiez un peu notre... Est-ce que c'est à ce moment-là, précisément, que Dominique de Villepin a perdu toute chance d'être candidat à l'élection présidentielle? Qui a envie de répondre? Je n'ai jamais été candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, d'être possible. Ni ne l'ai envisagé. Oui, enfin bon. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez senti un tournant dans votre vie, Michel Godet? Eh bien, ça se joue en ce moment. C'est-à-dire? Avec ce qu'il est en train de dire, et nous allons voir si il arrive à dire exactement là où il sera, si, 1, on lui fiche la paix, 2, si on ne veut pas le tuer, 3, s'il peut continuer à être qui il est vraiment. Vous me disiez Ségolène Royal, moi, ça m'amuse d'être là avec Villepin. Pourquoi? Puisqu'il est chef de l'opposition. Pour vous, il est chef d'opposition, c'est ça? Non. Donc ma présence est tout à fait cohérente. Oui. D'accord, vous poursuivez le travail avec Ségolène Royal sous une autre... Mais c'est évident. D'accord. Je comprends très bien. Oui, mais Michel Godet. Sur le CPE, moi j'ai pris des positions que vous savez sans doute. J'ai dit à l'époque, et je le maintiens, une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. Donc il y a un problème de méthode. Il faut dialoguer avec les partenaires sociaux avant éventuellement d'imposer les décisions qu'on prend. Le président de la République l'a rappelé récemment sur la vie. Et j'ai ajouté, et en plus, si l'idée n'est pas très bonne, c'est pas la peine d'insister. Parce que, pour ma part, autant je pense que ce que vous avez fait avec le CNE, c'est un peu technique, mais le contrat de nouvelle embauche pour les titres de moins de 20 personnes, qui d'ailleurs est mort maintenant pour des raisons d'insécurité juridique, mais ça a quand même créé 40 000 emplois à bon compte pour la République, c'est-à-dire sans subvention, pour une fois. 1 million 40 000 en plus. 1 million d'intentions. Oui, enfin bon, il est mort maintenant, de toute façon, on va créer autre chose sans doute. Mais sur le CPE, il y a eu quand même le sentiment d'un entêtement, je reviens sur ça. Et en avril 2006, on a eu l'impression, à tort ou à raison, qu'il ne se passait plus rien, que la France attendait un an de plus. Quoi, la fin de Chirac? Michel Godet peut pas dire ça. La crise de confiance. Vous avez géré la fin de Chirac après. Je reprends vos mots. Non, la politique de désendettement de la France, elle a été conduite dans cette période et c'est un élément majeur de la politique que nous avons engagée. Monsieur le Premier ministre, justement, j'ai bien regardé les chiffres, vous les connaissez sans doute encore mieux que moi, mais je les ai donc révisés, parce que vous les connaissez par définition. J'ai regardé les chiffres, effectivement, au moment où vous êtes arrivé, on avait un endettement, vous savez, il y a deux indicateurs. C'est la dette publique, ce qu'on transmet aux générations futures, parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. 66% ou 66% par rapport au PIB en 2005. Vous êtes arrivé là à ce moment-là, au milieu de l'année 2005, elle ne compte pas. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, ça a baissé en 2006. Bravo. On se dit bravo sur le papier, il a réduit le déficit public, etc. Mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérations de cavalerie, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a touché des soultes. Les soultes, alors il y a le soult d'énergie avec EDF. La soult, vous savez, c'est les régimes de retraite. EDF paye, donne 8 milliards d'euros au budget de l'État, qui rentre dans les recettes exceptionnelles, et ensuite on dit, bon, après ça, on paiera les retraites. Mais donc ça baisse sur le coup. Michel Godet, non, mais c'est les cavaleries, quoi. Non, mais Michel Godet, il y a un élément majeur, c'est que la politique de désendettement de la France, c'est sous mon gouvernement, avec Thierry Breton et Jean-François Copé, que nous avons non seulement tiré la sonnette d'alarme, mais créé les mécanismes. J'ajoute un point. Pendant ce gouvernement, nous avons reçu les satisfecit de l'ensemble des gouvernements européens en matière de politique économique et financière. Aujourd'hui, nous sommes rappelés à l'ordre par les ministres des Finances. Monsieur Godet, c'est un changement majeur. Je ne suis pas satisfait. Oui, non, mais tout à l'heure, Monsieur Godet, tout à l'heure, vous avez entendu Monsieur le Premier ministre avec moi. Oui. Il disait, grosso modo, que ça allait mal. Grosso modo, que ça allait très mal, que la politique économique n'était pas bien. Alors, Géraldine Mühlmann, j'aimerais vous voir intervenir là-dessus, parce qu'on va revenir après sur la situation économique. Si on revient sur le CPE, et à mon avis aussi sur le CNE,
je crois que ce qui a été révélateur dans la crise du CPE, c'est une méthode de gouvernement qui consiste sur une matière sociale qui concerne les gens dans leur quotidien, les jeunes, d'intervenir par le 49.3, qui consiste en fait à passer en force au Parlement. On n'est pas intervenu par 49.3. Ah bah si, il y avait effectivement plus de 200 amendements prévus en une nuit au mois de février, et vous êtes passé par le 49.3. Non, Madame Hillman, historiquement, le 49.3... Vous pouvez pas nier ce point de fait. Je le nie. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Le 49.3 a été mis une fois que le CPE a été adopté. Ah non. Ah si. Non, Excusez-moi, l'article sur les CPE... un débat parlementaire qui n'a pas eu lieu parce qu'effectivement la gauche a proposé plus de 200 amendements. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons voté article par article. L'article sur le CPE a été voté et débattu à l'Assemblée nationale. Et c'est après le vote sur cet article qu'il restait, et en particulier beaucoup d'articles concernant la situation dans les banlieues, que la situation s'est grippée. Et nous avons mis le 49.3 sur l'ensemble du texte qui avait été voté pour ce qui concerne l'article sur le CPE. Vous voyez bien, en matière d'information... L'article 8 de la loi... L'article 8 a été voté par l'Assemblée nationale. Mais prenons les ordonnances du CNE, c'est pour moi un problème un petit peu analogue. Vous faites passer en plein mois d'août 2005 le CNE le 2 août, c'est l'ordonnance du 2 août qui va être appliquée, entrée en vigueur le 4 août. Les ordonnances ont fait que... C'est une procédure qui permet tout de même à l'exécutif d'aller plus vite. Absolument. On est d'accord. C'est une bonne méthode de faire ça au mois d'août. Absolument. On se rend compte aujourd'hui que la plupart des CNE, enfin beaucoup d'entre eux, connaissent aujourd'hui, sont souvent annulés par des conseils de prud'homme qui invoquent le fait qu'ils sont contradictoires avec l'article 158, la convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Comment se fait-il que vous soyez allé si vite avec un exécutif qui a eu besoin de passer quand même en force par ordonnance ou par le 49.3, est-ce que ça n'a pas été problématique pour vous? Mais bien sûr, Madame Hillman, pour une raison très simple. C'est quand vous avez 2 années, ce qui était mon cas, en fin de quinquennat, soit vous posez votre stylo et vous êtes tout à fait tranquille, je vous promets, je n'aurais rien fait, mon avenir politique aurait été beaucoup plus simple et beaucoup mieux assuré. C'est ça la France. J'ai décidé de faire quelque chose et je me suis battu. En 2 ans, j'ai découvert, parce que j'ai rencontré tous les syndicats, vous l'imaginez, et pour le CNE et pour le CPE, j'ai compris qu'une négociation sociale dans notre pays, c'était 1 an minimum et en fait 2 ans. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chef du gouvernement, que vous voulez faire avancer votre pays? Vous prenez cette situation-là. Ça posait le même problème. Vous prenez un mouvement social, c'est ça le risque. Et en cela, on facilite peut-être la tâche de ceux qui suivent. Monsieur le Premier ministre, vous avez laissé le pays dans quel état? Alors c'est ça, vous avez critiqué tout à l'heure la politique économique du gouvernement. Vous avez laissé le pays dans quel état? Et j'aimerais bien que Michel Baudet... Il a employé 2 mots tout à l'heure qui m'ont semblé intéressants, que j'ai relevé. Crise de confiance. Je pense qu'avec le CPE, à tort ou à raison, involontairement, on en a rajouté et on n'a pas assez expliqué aux Français ce que vous savez comme moi. C'est-à-dire que finalement, ça va bien partout dans le monde, sauf chez nous, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, ce qui montre que les causes de nos difficultés sont en nous et les ressorts aussi sont en nous. Tout à fait. Simplement, ce que je m'étonne, c'est qu'il a évoqué aussi le fait qu'il était chef des propositions maintenant. Mais que ne l'a-t-il été? Des propositions. Que ne l'a-t-il été? Je suis membre du Conseil d'analyse économique, auprès de vous, normalement. Oui. Que n'avez-vous suivi les propositions que je formulais depuis déjà plusieurs années, rappelez-vous même du temps de M. Raffarin, de sortir les 35 heures par les hauts en rendant les heures supplémentaires non imposables. Moi, j'avais appelé ça le black officiel. Bon, le black officiel. Le black officiel. Mais vous n'avez pas honte ce que veulent de dire ça comme ça à l'antenne, les comme gens ça, le qui black travaillent officiel. le samedi matin par rapport à ceux qui restent au lit, ceux qui restent chez eux ne sont pas imposés sur le temps libre, ceux qui travaillent en plus dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, ils veulent bien à condition que ce ne soit pas imposé. Donc j'avais dit du black officiel, parce que tout le monde comprend dans la réalité du terrain. Eh bien, cette proposition-là, elle était à l'étude depuis longtemps. Thierry Breton et d'autres. Et je m'étonne que depuis 4 ans, elle est attendue. Elle a sorti. Malheureusement, elle est ressortie avec Nicolas Sarkozy. Je suis très content qu'il la reprenne. Simplement, ils ont rajouté une couche avec laquelle, vous savez, je m'appelle Godet, mais je ne suis pas un godillot. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et il a rajouté une exonération des charges sociales, qui est une usine à gaz, qui est une erreur, et ça coûte 5 fois plus cher que ça n'aurait coûté. Mais il fallait... Pourquoi vous n'êtes pas sorti des 35 heures par le haut? Le président de la République, je lui avais écrit à l'époque, M. Chirac, donc vous le connaissez bien, il avait dû vous transmettre son courrier. Alain Quinet était votre conseiller. Vous aviez eu connaissance de ça. Moi, j'entends très bien les critiques. Non, mais c'est une proposition, c'est les cartons. Mon objectif à moi, en arrivant comme chef du gouvernement, c'était de m'attaquer au problème du chômage dans ce pays. J'ai trouvé un chômage à 10,2, j'ai rendu le chômage à 8,2. Quel chef de gouvernement a réussi à faire cela? Alors on peut toujours, vous êtes économiste, spécialiste, technicien, on peut toujours discuter, apprécier. Avait bien fait aussi. Oui, avec quelle croissance? C'est pas le Premier ministre qui fait la croissance. Mais moi, je n'avais pas de croissance, M. Godet. Non, mais vous avez eu plus de chance que Raffarin, c'est tout. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est que nous nous sommes battus avec les petites et moyennes entreprises pour leur donner les outils qui leur ont permis
de prendre le risque de l'emploi alors qu'il ne l'aurait pas pris. C'est une bonne mesure, je l'ai dit et je le répète. Merci. Mais ce n'était pas suffisant. Pourquoi est-ce que ma proposition restait dans les cartons? On m'a même déclaré qu'elle était inconstitutionnelle à l'époque. Vous êtes là à réclamer des droits d'auteur sur vos idées d'économistes. Pas du C'est tout. sympathique. Mais vous l'aviez. La politique économique ne se fait pas à coup de Les droits bonnes d'auteur. idées de Sarkozy, vous les aviez déjà. Pourquoi vous ne l'avez pas faites? Parce que ma majorité ne m'a pas permis de faire toutes les bonnes idées que j'avais et qu'elles se réservaient pour plus tard. C'est pas vrai. C'est une évidence, monsieur. Non, racontez-moi. Non. C'est très simple. Pendant 2 ans, il y a des bonnes idées qu'on vous autorise à faire, et puis il y a des bonnes idées qu'on réserve pour après. Donc on attendait Sarkozy. Non pas Baudet, mais Sarkozy. Mais on estimait que le moment n'était pas venu d'appliquer toutes ces bonnes idées. Et donc, on a fait en sorte que ces idées ne puissent pas être possibles à ce moment-là. Je me suis heurté vis-à-vis de la Commission économique de l'Assemblée nationale à un certain nombre de difficultés, alors que je souhaitais avancer plus vite sur un certain nombre de sujets, notamment le désendettement. Rappelez-vous les débats. Rappelez-vous les débats. En fait, ils vous ont lâché. C'est ça que vous Oui, dites. je ne dis pas qu'ils m'ont lâché. Vous Il y a dites eu quoi, des alors réticences au sein de Votre cette majorité, vous avez- Il y a eu des réticences Oui. au sein de cette majorité dont on peut penser qu'elles avaient un certain nombre d'arrière-pensées. Bon, écoutez, c'est dit, c'est dit. Alors, que vous inspire maintenant, sur un autre plan, les relations politiques, médias, lâchage, connivence, etc. Gérald Mühlmann, vous qui êtes une spécialiste, etc. Le Premier ministre en a parlé, en parlant d'un phénomène de peur, de courtisanerie. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la démocratie? Philippe, je vous entends aussi là-dessus. Parce que quand même, c'est très intéressant. Géraldine. Non, je crois que ce que ça m'inspire en premier lieu, c'est que la liberté de la presse, c'est à la presse de la prendre. C'est-à-dire qu'avant d'aller incriminer les politiques, ça j'y tiens, il faut aller demander pourquoi les gens se couchent facilement. Et vous la sentez, dans le vous, cette pouvoir. peur en ce moment? Je la sens, je ne fais pas partie des grands médias, enfin, c'est pas mon métier. Non, mais enfin, c'est votre métier de les Mais observer. Je pense qu'il y a des phénomènes qui relèvent plus parfois de l'autocensure que d'une censure explicite, Oui, tout à et fait. que, de toute façon, c'est par là qu'il faut commencer. Tout à fait. Maintenant, la question qui concerne le pouvoir, c'est est-ce que, de votre point de vue, vous pensez que vous avez eu un rapport à la presse beaucoup moins avec une recherche d'influence, de connivence, d'amitié, que, par exemple, l'actuel président de la République? C'est une évidence. Moi, je n'ai jamais eu le souci de nouer des liens personnels avec les médias. Quand on voit que tel et tel directeur de rédaction accompagne lors d'une visite privée, lors d'une visite officielle à l'étranger, le président de la République assiste à des déjeuners ou dîners diplomatiques, ce sont des comportements qui ne sont pas habituels dans un pays comme le nôtre, ni même aux États-Unis. C'est des comportements inacceptables surtout pas aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs. Donc, je dis simplement qu'il y a des réseaux médiatiques, comme il y a des réseaux économiques et industriels, comme il y a des réseaux judiciaires. Et vous n'en avez pas? Mais je n'en ai jamais eu le souci. Ah ben, je vais vous raconter la boule. C'était pourtant l'impression. Eh bien, vous vous trompez, monsieur Godet. étiez Vous dans savez les- pourquoi il y a eu des médias La boule, le jogging. jogging. Même ma femme était impressionnée. Eh bien, je vais vous dire. C'est très intéressant, la boule. La boule, Nicolas Sarkozy m'appelle la veille. Et il me dit, on va faire un footing ensemble. Ben, je lui dis, oui, très bien, mais je ne veux pas de médias. Il me dit, il y aura juste une photographe au bout de la plage. Le matin, je me lève, il annule sa participation au footing. Mais pourquoi? Il avait une angine. En Ça angine arrive. blanche, déjà? Mais Il avait une c'est- angine. c'est dans la Très bien. famille, oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai couru avec les caméras qui devaient être là pour assister au footing Sarkozy-Villepin. Mais pourtant, c'était Ces caméras, vous étiez grand comme ces ça. caméras étaient à oui. 500 mètres Alors, de la plage, Oui. et ont décidé de me prendre en chasse, alors que je n'avais qu'une idée, c'est de courir tranquille. Je le fais tous les matins depuis des décennies. Sans caméra. Bon. Sans caméra. Je n'ai aucun goût pour C'était cela. un coup. C'était un coup, c'était un Mais piège. c'est un c'était coup. quoi? Mais je ne sais pas ce que c'est. Bah, si, ce que je vous vous savez. dis, Oui. c'est que je ne l'ai pas organisé et que je ne l'ai pas souhaité et que d'ailleurs ça ne s'est pas renouvelé. Donc, c'est que je ne l'ai Après, pas ça s'est cherché. terminé, c'était Dallas. Le petit déjeuner avec les lunettes noires. Mais tout ça, une fois et de vous plus, deux. une fois de plus. Extraordinaire. Je Oui. n'ai pas de réseau ni de relations personnelles dans les médias. Ça ne m'a jamais intéressé. exagérer, oui. On le sait tous, il y a des hommes politiques qui, tous les jours à 5 heures, reçoivent des journalistes et prennent l'apéro avec eux. À 5 heures, ivre 5 mort. heures, 6 heures, Oui. 7 heures. Oui. Je n'ai jamais eu ce goût-là. Parce que j'estime qu'un journaliste est fait pour être indépendant, il se fait son opinion et on n'a pas à peser sur lui. Tous les hommes politiques en France n'ont pas la même conception du rapport avec les médias. Et qui plus est, les médias en France, c'est Là, une exception démocratique, appartiennent à des groupes industriels. Je l'ai expliqué dans un livre, je ne suis pas suspect, en 2001. Ça fausse le rapport entre le journaliste et son autorité de tutelle, qui est l'entreprise, et bien évidemment le rapport avec le politique. Il suffit que le politique soit un très grand ami du président de la société. Vous pensez à qui? Je pense à un certain nombre de journalistes qui appartiennent à des groupes et qui, par définition, quand ils reçoivent un coup de fil du Oui, patron... c'est opaque, là, dites des noms. Non, mais ça, c'est vous. Listing, Mais listing, le journaliste, listing. le journaliste, c'est vous, Oui. monsieur Moiti. D'accord. Moi, Mais c'est vous justement, qui je fais savez. de l'investigation, mais j'arrive pas à mais comprendre vous de êtes quoi là vous pour parlez. témoigner. Vous êtes là pour Non, témoigner. mais ça traîne partout. Alors allez-y, justement. Philippe, aidez-moi. Mais Alors petite allons-y. seconde. Oui, allez. Alors, on blague, là, allez-y. Voilà, Dominique de Villepin a une faiblesse. Et il est en effet en train de convenir
qu'il a fait une erreur. C'est-à-dire de ne pas s'intéresser davantage à ce qu'est devenue la politique aujourd'hui dans le monde entier, mais en France avec une énergie considérable depuis quelque temps, qui décoiffe tout le monde, c'est-à-dire une entreprise de spectacle. Par conséquent, comme ça n'est pas un homme de spectacle, comme c'est quelqu'un d'assez bizarre, d'ailleurs il faudra aller plus loin tout à l'heure pour analyser un peu son comportement, pourquoi il écrit comme ça fébrilement, pourquoi il est dans la littérature, pourquoi il écrit des livres, pourquoi il s'intéresse à Napoléon, à l'histoire. Il a parlé tout à l'heure de la Révolution française. Est-ce que quelqu'un a écouté ce qu'ils ont dit? Est-ce que l'histoire est encore présente dans ce pays? Bon, ça n'est pas un entrepreneur de spectacle, c'est une grande faiblesse. La mise en scène de la politique comme spectaculaire, avec les vies privées, la pipolisation intensive, tout ça est très important, et ça, c'est sa faiblesse. Il n'est pas populaire, d'ailleurs, je dirais même qu'il n'est pas assez vulgaire pour devenir populaire. Hein, c'est ça le problème. Car là où nous sommes maintenant, c'est dans cette extraordinaire entreprise de spectacularisation incessante. Voilà, alors maintenant, on va parler de Napoléon, qui a été un maître... on ne va pas parler de Napoléon tout de suite, mais vous avez une réaction là-dessus, sur la politique spectacle, la pipolisation... Je pense qu'il est inévitable, et sans doute nécessaire, que l'homme public accepte cette rencontre indispensable du quotidien de la démocratie. C'est la rue, c'est le contact à travers un certain nombre de médiateurs, dont les journalistes. Je pense qu'il est très difficile de trouver le juste équilibre. Et dans le fond, on a soit le choix qui est le mien, qui est de se tenir gardé, d'essayer de préserver un espace de liberté, de réflexion, d'écriture, de temps, qui vous permet d'être vous-même et d'aller suffisamment au fond de vous-même. Sinon, on prend le risque d'une forme de schizophrénie politique. Et de désacralisation du pouvoir. Oui, mais qui vous place au niveau d'un produit et qui vous met dans la main de conseillers et qui vous met dans la main des sondages. Prenons l'exemple des sondages, que je trouve absolument fascinant dans ce pays. Si on gouverne à partir d'une conviction, on prend des décisions. Si on gouverne à partir des sondages, Nicolas Sarkozy me l'a dit 100 fois, raconté comment dans la campagne électorale, tous les soirs, avec 2 sondeurs, ils se réunissaient pour savoir si tel intitulé, tel mot, est-ce qu'on dit ministère de l'identité nationale ou pas, est-ce qu'on perd 5 points ou est-ce qu'on en gagne 5. Ce sont des choix que certains hommes politiques font, et je le comprends très bien, quand ils sont dans la conquête du pouvoir. Vous comprenez très bien, mais vous détestez ça, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, je pars du principe que la conquête du pouvoir peut justifier cela. Mais qu'en tout état de cause, l'exercice du pouvoir, et c'est la seule chose qui m'a jamais intéressé. Comment on exerce le pouvoir, comment on va jusqu'au bout de ses devoirs. Je l'ai souvent dit, en 1995, après m'être battu pour l'élection de Jacques Chirac, j'étais sans doute dans ce pays la personne la plus inquiète. Pourquoi ? Parce que je savais que tenir ses promesses, arriver à aller jusqu'au bout pour répondre aux Français, c'est difficile. Et c'est pour ça que je porte la même angoisse aujourd'hui. J'ai participé avec moi. Pas tout à fait les mêmes sentiments. Pas tout à fait les mêmes sentiments. Si Sarkozy se cassait la gueule complètement, vous ne seriez pas accablé. Non, monsieur Maty, je vais vous dire pourquoi. Deux raisons. La première, c'est que j'ai participé avec mon gouvernement, avec Jacques Chirac, il faut le dire, à faire en sorte que l'élection de Nicolas Sarkozy soit possible. Donc, j'estime aujourd'hui que nous avons tous un devoir, c'est de faire en sorte que ce gouvernement et ce président réussissent pour la France. J'ai une deuxième conviction, c'est que dans la mondialisation, nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions. Et que cette occasion, il faut la saisir ici et maintenant, sans quoi les chances de la France seront singulièrement amoindries. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du sport, comme dirait Bernard Thibault, le patron de la CGT? Il va y avoir du sport prochainement? C'est toujours... Le risque social existe. Moi, je me rappelle combien de conversations avec Jacques Chirac, avec d'autres. Ce sont des choses peu prévisibles. On parlait du CPE. Le CPE, il avait à peu près la même cote d'amour que les régimes spéciaux dans les sondages. C'était 65% de Français qui étaient pour. Alors on peut dire que c'est moi qui ai tout gâché par ma méthode. Pourquoi pas? C'est pas si simple. Je le redis, si la priorité aujourd'hui, c'est pas une politique économique qui nous redonne une croissance, qui fait que les Français accepteront les réformes, nous prenons le mauvais chemin. Moi, j'essaie de tirer les leçons de mes erreurs. Si nous mettons d'abord la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire des réformes douloureuses, avec une croissance trop faible, 1,8 c'est trop faible, et nous prenons le risque social, nous risquons de mettre des gens dans la rue et de ne jamais avoir les 3% de croissance. Oui, là-dessus, je vais donner juste un mot, allez-y. Il n'y a pas que la croissance, elle se fait par décret. Pour augmenter l'emploi, il faut aussi réduire le coût du travail, comme vous le savez, baisser les charges et donc la dépense publique. Or, sous le quinquennat de Chirac, puisque vous n'avez fait qu'une partie, mais vous avez fait une partie, on est passé de 58% du PIB à 64%, si vous avez baissé à la fin. Donc c'est ça le drame. Les autres pays, comme le Canada, puisque vous parlez des premiers ministres, ils savent très bien que quand on fait des réformes, il faut avoir le courage éventuellement d'être impopulaire. Et en France, il faut dire aux Français, et vous ne l'avez pas fait.
Ah ben ça, pour ce qui est d'avoir été la fonction publique, Monsieur Godet, je crois que... vous l'avez moins fait que... On peut critiquer, moi je suis un petit peu déçu. Je pense que M. Sarkozy aurait pu aller plus loin par rapport à ses promesses dans les 3 premiers mois. Mais au moins, il fait plus que ce que vous avez fait. Être très En termes de réduction des dépenses publiques, les effectifs de la fonction publique... Monsieur Godet, vous réfléchissez en économie, c'est-à-dire en abstraction. Pas en politique. Croyez-moi, j'ai été responsable d'un centre de profit. Mais là, vous réfléchissez je ne sais pas si c'est votre cas. Mais vous êtes là dans une réflexion abstraite, Monsieur Godet. Vous réfléchissez. Mais non, la réalité, ce n'est pas une addition de mesures. Vous additionnez des mesures et vous dites, vous avez fait ceci, vous n'avez pas fait cela, donc vous n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est pas ça. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est, et tant mieux, on a une chance historique. Il y a de la confiance. Il faut mettre le travail. Il y a de la confiance. Oui, ne réfléchissez pas de façon abstraite à travers des mesures. Il faut faire en sorte que la compétitivité reparte. Il faut faire en sorte que la confiance, qui est le socle à partir duquel on peut créer de la croissance, nous permette de faire ce que les Allemands ont fait. Est-ce que croyez... Justement, réduction des déficits publics, on n'y est pas, comme vous le savez. Et on vient de dépenser, Monsieur Godet, 15 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il fallait faire? Non, je suis d'accord avec vous. Surtout qu'il fallait le faire, mais en faisant plus d'économies du côté des dépenses publiques. Est-ce que vous pensez que tout ça nous mène à un début de fin de l'état de grâce? Je crois qu'il ne faut pas confondre l'état de grâce et la réalité. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut inviter un acteur essentiel du débat politique. C'est la réalité. La réalité n'est pas au cœur du débat démocratique. C'est-à-dire qu'il y a... C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes dans une fable. Nous sommes dans une phase. C'est comme à la cour. On est à un bal masqué avec cotillon. C'est sympathique, mais nous ne sommes pas dans la réalité économique ni sociale. Cette réalité-là, elle va s'imposer à nous du jour au lendemain et malheureusement, ce sera peut-être trop tard. C'est pour ça que je pense qu'il faut profiter de la situation actuelle pour faire en sorte que, fort de cette réalité, nous prenions les bonnes mesures qui donneront des résultats dans 3 mois et dans 6 mois. Imaginez que dans 3 mois, on décrète que l'année a été une année à 1,8 de croissance. Vous pensez que les Français vont aborder le début de la prochaine année avec confiance? Écoutez, vous aviez fait 1,2 en 2005 à moitié avec Raffarin, ensuite vous avez fait 2,2. Donc il faut remettre les conditions, les compteurs à zéro en quelque sorte. Et la croissance ne se décrète pas, comme vous le savez, même si on a des conditions spécifiques. Non, Monsieur Godet, là-dessus, autant dire que la politique est quand même meilleure du côté Sarkozy, parce qu'au moins, on est à la rentrée. Il a annoncé une réforme des régimes spéciaux. Il a annoncé un service minimum qui n'est pas vraiment un service minimum. Enfin, c'est quand même un bout de service minimum. Il n'y a personne dans la rue, mais il y a un dialoc avec les partenaires. Donc il a réussi, ça, quand même. Vous réfléchissez abstraitement. Vous additionnez des mesures. Mais non, ce n'est pas la réalité. Vous êtes pas en boucle, là. Qui n'est pas le service minimum promis. On va passer au monde. On va passer au monde. Merci. Sortons de l'Hexagone. Attendez, on sort de l'Hexagone quelques secondes. On voit bien que vous n'êtes pas d'accord. Il y a un jugement sévère. Disons, je fais la. Il y a un jugement sévère de Dominique de Villepin sur la politique économique de Chirac. C'est l'ensemble des mais non, qui a été perdu. de Sarkozy, comment de Chirac. Enfin bon. Et là, on peut aller plus vite. Alors François Hesbourg, avec vous, nous allons ouvrir la fenêtre, etc. Élargir un peu notre horizon, mais ça va être dramatique. Alors je renvoie à votre bouquin, Iran, le choix des armes, mais c'est terrible. Alors vous dites que vous êtes très préoccupé par le nucléaire iranien, que vous considérez comme la grande menace des années à venir. Grande menace, et vous dites des choses absolument terrifiantes dans ce livre, qui n'est pas du tout une bande dessinée à colorer. C'est un livre essentiel. C'est un livre, oui, tout à fait. Et un sujet majeur. Ne dites pas de mal des bandes dessinées. Non, la meilleure bande dessinée de l'année, c'est Persepolis, dont on a fait un film sur l'Iran, qui est probablement l'analyse la plus remarquable sur ce pays. Cher François Hesbourg, vous avez une question à poser, une troublante. À Dominique de Villepin. Oui, Dominique de Villepin est l'homme qui a, je crois, vraiment incarné aux yeux des Français le refus de la guerre d'Irak. On se souvient tous de son grand discours à l'ONU. Le discours à l'ONU, c'était un moment extraordinaire. Et je crois que c'est tout à fait légitime que la très grande majorité des Français a approuvé cette prise de position. Mais Dominique de Villepin est moins connu dans son rôle de négociateur avec les Britanniques et les Allemands auprès des Iraniens, lorsque, à la fin de l'année 2002, on a découvert que les Iraniens se livraient à des activités nucléaires qu'ils n'avaient pas déclarées à l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Ces négociations ont, dans un premier temps, été assorties d'un succès. Les Iraniens ont cessé l'enrichissement de l'uranium. Et puis patatras, le président Ahmadinejad, bien connu, celui qui veut rayer Israël de la carte, etc., pour qui la Shoah n'a jamais existé, arrive au pouvoir, les Iraniens reprennent leur liberté, recommencent à enrichir. Le président de la République, nouveau, Nicolas Sarkozy, dans un discours très remarqué au mois d'août dernier, je paraphrase, dit si ça continue comme ça, nous risquons d'être acculés à une alternative catastrophique
entre la bombe iranienne et le bombardement de l'Iran. Ça, ce sont ses mots à lui. La bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran? Oui, mais alors, il a eu raison de dire ça, selon vous? Alors, moi, j'ai mon avis d'analyste, à savoir que, malheureusement, le cours des choses, effectivement, risque de nous enfermer dans les mois qui viennent dans cette alternative qui est une riante perspective. Dont les deux termes sont effectivement catastrophiques. Qu'en pensez-vous, monsieur? Mais alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec François Hesbourg. Je pense qu'il met, à travers différents scénarios dans son livre, le doigt sur ce qui est aujourd'hui un des grands enjeux pour l'avenir de la planète et qui nous concerne, nous, directement. Entre la bombe iranienne et le bombardement de l'Iran, il semble qu'il y ait peu d'espace. Et c'est vrai qu'en termes stratégiques, on voit difficilement aujourd'hui d'autres options. Je pense qu'il faut reprendre la grille d'analyse qui a été la nôtre pendant la crise irakienne. C'est difficile aujourd'hui en France parce que, sous couvert de se rapprocher des Américains, nous prenons le risque de nous rapprocher de l'administration Bush, qui est en fin de parcours, totalement discrédité dans sa politique irakienne et qui risque de nous entraîner dans une aventure dont nous ne nous remettrons pas. Pire que l'Irak, quoi. Pire que l'Irak. Et François Hesbourg, à un moment donné, c'est très intéressant dans son livre, dit « On n'a pas le droit de ne pas se poser la question de l'intervention militaire. On n'a pas le droit. Oui. » Et je pense qu'il a raison, mais je pense que, justement, la crise irakienne nous apporte la réponse. Je l'ai dit, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, l'avait dit, la guerre, c'est toujours la pire solution. C'est la dernière option. Si la guerre est la dernière option, il faut que nous épuisions toutes les autres options avant de considérer celle-ci. Or, comme nous ne considérons pas aujourd'hui, et c'est pour cela que je dis, diplomates de tous les pays, travaillez, et je suis payé pour savoir à quel point être diplomate, c'est difficile. D'ailleurs, je pense que le tort des diplomates, je pense aux hommes politiques, c'est de faire de la diplomatie traditionnelle. Il faut être stratège, il faut être homme politique. Il ne faut pas se contenter d'échanger, de parler. Il faut des idées. Oui. Il faut des idées, monsieur Moiti. Oui. Je pense qu'il y a une solution aujourd'hui sur la crise iranienne, et je le dis depuis plusieurs semaines, et je pense que la France doit prendre le leadership dans ce domaine qui ne viendra pas des États-Unis. La réponse, c'est quoi? C'est l'attente des Iraniens. Dans la grande division qui existe en Iran, il y a une attente. Cette attente, elle ne vient pas de l'Europe. Moi, j'ai pris avec les Anglais et les Allemands la tête d'une négociation avec eux. Et j'ai parfaitement bien compris que nous n'avions que la moitié du ticket. L'autre moitié du ticket, c'est les Américains qui l'ont. Si les Américains viennent avec les Européens peser vis-à-vis des Iraniens, nous trouverons le bon équilibre entre la carotte et le bâton. Mais vous trouvez que... Et nous sortirons du dilemme dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est la guerre ou la bombe. Il faut sortir de ça. Or, je crains que l'administration Bush, par facilité, ne soit tentée par la guerre, et que nous, par faiblesse, à un moment où nous avons envie d'être bien avec l'administration Bush et les Américains, donc c'est pas de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse, c'est de la connivence. À un moment où imprudemment, nous commençons à vouloir réfléchir à un retour intégré dans l'OTAN. Je pense que c'est imprudent. Le président Chirac a voulu peser davantage dans les instances de l'OTAN. Il a demandé aux Américains la possibilité d'avoir des postes bien précis. En fait, l'OTAN est dirigée par les Américains avec partout des responsables américains. En fait, que pensez-vous de l'évolution atlantiste? Donc, je pense que nous devons faire attention à ne pas nous faire entraîner d'abord dans une politique vis-à-vis des États-Unis qui nous placerait dans la main de l'administration Bush. Premier risque. C'est un risque qui existe. Ce risque existe. Deuxièmement, nous devons veiller à faire en sorte que nous conservions notre voix, c'est-à-dire notre indépendance. C'est l'atout historique du général de Gaulle. Moins indépendant que lorsque vous étiez Premier ministre. Ne sortons pas du gaullisme. Ne sortons pas de cette exigence qui était partagée par les socialistes, partagée par la droite, qui fait que la France a une voix indépendante. C'est un avertissement que vous lancez ici. Et qu'elle est reconnue par les pays arabes. Attendez, monsieur le Premier ministre, c'est un avertissement que vous lancez ici. C'est une mise en garde. Vous dites au président de la République, attention. Le risque existe aujourd'hui. Et troisièmement, faisons en sorte avec tous les pays de la région, qui doivent être associés à la recherche d'une solution pour l'Iran, que nous avancions dans le double règlement des crises, c'est-à-dire l'Irak. Les Américains s'amusent en Irak. Ils vont enlever quelques dizaines de milliers d'hommes. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ont perdu près de 3000 hommes. Il y a un moment où il faut prendre les choses sérieusement. Or, la politique qui est menée ne permet pas de trouver une solution à la crise irakienne. Faisons en sorte de ne pas être avancés, entraînés
dans la crise iranienne, tout simplement parce que les Américains ont perdu les moyens d'avoir une politique audacieuse vis-à-vis de l'Iran. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un danger plus fort de terrorisme, de risque de terrorisme chez nous, en France, à cause de, peut-être cela, nous sommes un peu plus atlantistes que il y aurait un risque de terrorisme plus fort. Et c'est là où nous devons parce que nous sommes un peu plus attentifs. atlantistes que nous ne le fûmes. Je pense que la politique d'indépendance de la France a été un élément de protection pour notre pays. Quand Philippe Serres fait ça veut dire que j'ai raison de poser la question. C'est pour signifier qu'il y a eu un virage à 180 degrés. Tout de même, nous en sommes tous témoins. Allez-y, développez. C'est-à-dire qu'il y a eu ce discours à l'ONU qui a été cité et que tout le monde a écouté. Je dirais avec émotion, mais même avec une certaine fierté, parce qu'il y avait là une opposition. Le discours était très beau, il a été applaudi, etc. C'était quand même un engagement très ferme pour ne pas déclencher une guerre en Irak, qui devait être une balade militaire. De santé. On prend Saddam Hussein, on le pend, on le tue, on apporte la démocratie, tout le monde est d'accord, le peuple est content, il ne se passe rien, tout le monde vote et il y a la démocratie installée. Bon, où en sommes-nous ? C'est-à-dire l'explosion, les charniers, les voitures piégées, une sous-estimation. Et donc, vous dites virage à 180 degrés, tout simplement parce que je vois le président de la République française qui passe, il est très, très sympathique, comme ça, il passe des vacances aux États-Unis, il est très attiré par le mode de vie américain, pourquoi pas ? Nous aimons les hors-bord, les voitures et tout, et pourquoi pas la richesse. Et ensuite, mais qui va serrer la main avec un George Bush, qui d'ailleurs le considère un peu parce qu'il est plus grand, avec une sorte de paternalisme assez amusé. Il regarde si le président de la République française est content comme un enfant. On lui donne pas des homards grillés parce que ce serait trop, on lui donne des sandwichs, tout ça. Puis sa femme a une angine. Tout ça est quand même extraordinairement fascinant. L'Europe, en effet, est-elle là ou n'est-elle pas là ? Il y a là un virage politico-géopolitique. Ensuite, il y a la Libye, tout ça. Mais nous sentons que la France, en fait, prend la direction d'un dominion américain, ce qui était ailleurs parfaitement... Vous y allez fort, là, non ? Parce que Hezbollah n'est pas tout à fait d'accord avec vous, là, j'ai l'impression que vous y allez fort. Là, enfin, c'est de la sous-traitance. Si vous préférez. Sous-traitance, carrément. Rapidement, parce que... Quand même, Philippe Serres. Alors, pour l'Iran, vous savez, bonne chance. D'abord une petite prudence. Il faut être imprudent aussi. Oui, certes. Mais on n'en est quand même pas tout à fait là. Mais sur l'affaire iranienne, qui est effectivement d'une gravité exceptionnelle. Et sur le terrorisme. Et là-dessus, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, j'allais dire, sont d'accord. Et quelle est la proposition qui devrait être faite à Nicolas Sarkozy, et notamment dans la relation par rapport aux Américains ? Parce que la capacité de faire bouger l'administration Bush, que ce soit sur les affaires irakiennes, le chef de la proposition, et que ce soit sur l'affaire irakienne ou sur l'affaire iranienne, on ne voit effectivement pas grand-chose de ce côté-là. Mais François Hesbourg, partons de là. À quoi ça sert d'aller parler d'une réintégration des forces françaises dans l'OTAN à un moment où on voit bien que les Américains ne sont pas prêts à faire les mouvements qui sont indispensables aujourd'hui pour la paix du monde. C'est un sujet très intéressant, mais je pense que nous ça ne répond pas à la question. La question, c'est que nous devons aborder avec franchise, puisque c'est un mot qui est à la mode, aborder avec franchise, avec les Américains et avec les Européens, ce qui va être le sujet de demain. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire quand on nous mettra le couteau sous la gorge et qu'on nous dira maintenant, il est temps de réagir, il faut frapper l'Iran. Je pense que nous ne pouvons absolument pas envisager cette option tant que les Américains n'ont pas accepté de mener avec nous une négociation de qualité. Nous savons tous que l'Iran souhaite reprendre langue avec les Américains. La négociation directe entre les Américains et les Iraniens. Avec des propositions américaines qui soient au niveau. Et je serai aujourd'hui les Européens, je pense que nous devons définir avec les Américains le niveau de proposition qui doit être fait tant par les Européens que par les Américains. Nous ne devons rien céder aux Américains tant qu'ils n'ont pas accepté d'entrer dans cette négociation. Et vous craignez qu'on ne le fasse pas ? Mais je vois les jours passer. Je pense que la diplomatie, ça consiste à préparer cette échéance. Je pense que c'est une priorité essentielle. Je voudrais vraiment maintenant parler de votre livre. Parce que c'est un... Merci, mais c'est moi qui vous remercie, monsieur le Premier ministre. Alors, donc vous l'avez lu, Géraldine Nunez, vous l'avez lu, Philippe Serres. Alors, on aimerait bien avoir votre avis. Et pourquoi cette fascination de Dominique de Villepin pour Napoléon ? Car elle est bien réelle. Et à un moment, en commençant le livre, je me suis dit peut-être que vous êtes dans un livre beaucoup plus critique que celui des 100 jours, en montrant que finalement, même dans les périodes victoire, etc., le régime allait vers sa fin.
Et en fait, je me rends compte que vous êtes toujours fasciné. Et du coup, vous n'êtes pas du tout dans une position libérale, parce que quand même, Napoléon n'est pas un grand champion de la liberté de la presse, ni du respect de l'état de droit, toujours, vous le dites. Et on a l'impression que, eh bien, finalement, vous êtes quand même fasciné par le volontarisme politique et vous n'êtes pas du tout sur des positions libérales, des Benjamin Constant que vous évoquez, qui sont très sceptiques sur cet usage de l'exécutif très fort, etc. Et je trouve que ça affaiblit un petit peu votre position critique, y compris par rapport au bonapartisme de Nicolas Sarkozy. Parce que vous parlez aujourd'hui de l'état de droit, du respect des libertés publiques, du droit de la presse, de tout un tas de choses. Et en même temps, vous montrez bien votre fascination, y compris d'ailleurs dans votre propre action gouvernementale, pour les outils forts de l'exécutif. Vous avez utilisé l'état d'urgence, vous avez utilisé le 49.3. Vous êtes très fasciné. Si vous voulez dire que je suis gaulliste, je pense que vous avez raison. Ascendant Bonaparte, comme disait... Tout à fait. Gaulliste, ascendant Bonaparte. Mais ça vous énerve quand vous voyez ça? Non, ça ne m'énerve pas. Je pense que c'est un contresens. Mais on ne peut pas demander. C'est Sarkozy, on peut pas demander aux Anglais. Non, mais on peut pas demander aux Anglais, Monsieur Moiti, de comprendre notre pays. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. D'accord. Je jette ce journal, d'accord. Ça veut dire que l'état de droit, etc., tout ça, c'est quand même des choses anglaises. Pas du tout. Le parlementarisme. Mais je viens de dire tout à l'heure exactement le contraire. Je pense que la chance des Anglais, comme la chance des Américains, c'est d'avoir été capable de faire des grandes révolutions qui ont mis la liberté au cœur, c'est-à-dire le pacte de liberté au cœur. Nous, notre révolution, elle est sanglante. Et elle a trahi la liberté pour aller dans le sens de l'égalité et des vanités, comme le disait fort bien Napoléon. Parce que Napoléon a un avantage sur beaucoup d'hommes politiques. Il est lucide. Il sait parfaitement ce que sont les hommes. Il sait les commander, il connaît leurs faiblesses. Et il connaît notre pays. Quand il parle de l'égalitarisme, quand il parle de la vanité, quand il parle du mérite, il leur faut des hochets pour les conduire. Il a compris une grande partie de ce qu'est l'âme française. Est-ce que vous avez compris aussi ? Bon, ce que j'ai compris, ce qui fait l'un des ressorts de notre pays et ce que nous avons connu malheureusement dans des périodes tragiques de notre histoire. La libération. Je ne crois pas que la France puisse vivre plus longtemps en occultant une partie de son histoire. Le génie Napoléon, c'est d'avoir occulté une partie de notre histoire. Il a caché aux Français le mauvais côté de la Révolution pour servir les intérêts. Le génie de De Gaulle, c'est d'avoir caché la réalité tragique de l'entre-deux-guerres et de la guerre pour avoir fait de chacun d'entre nous des résistants. Il est temps qu'il y ait un homme politique en France qui dise aux Français ce qu'ils sont et que les Français... C'est le parlementarisme plutôt qui est chose rare. Philippe Sellers. Non, je pense que la vérité est beaucoup plus complexe à regarder en face pour notre pays. Philippe Sellers. Vous avez lu et apprécié le livre de tout à fait. C'est un livre qui est vraiment bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas du tout fasciné par Napoléon, Villepin. Il écrit très exactement l'histoire, et comme il revient tout le temps à la Révolution française, on voit très bien que dans les 10 ans qu'il décrit, 10 ans extraordinaires, la face de la France est changée, tout est bousculé, l'Europe, c'est-à-dire le monde, change de nature. Qu'est-ce qui se passe avec la mise en place de cette tornade ? Alors, en effet, quelque chose qui touche au fond, c'est-à-dire la monarchie est détruite, la révolution doit être endiguée. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui pourrait apparaître comme la légitimité symbolique ? La France est en pleine crise symbolique, elle y est plus que jamais. Il faut donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut inventer un système qui, par beaucoup de côtés, et il le montre très bien, est totalitaire. C'est-à-dire, par exemple, à Napoléon, on lui dit, voilà les journaux, sire, après... Non, attendez, mais qu'est-ce qui selon vous, pourquoi Dominique de Villepin est si intéressé, quoi, Parce qu'il s'intéresse au pouvoir. Et dans le pouvoir, il y a quelque chose de tragique. La mélancolie du pouvoir. Le soleil noir. Le soleil noir. De la mélancolie. Il y a quelque chose de négatif qu'on voit évidemment s'exercer. Et ça vous fascine. Sauf les George Bush, qui ne sont pas le tréfonds des ténèbres. Mais enfin... au cœur des ténèbres, le pouvoir. Mais bien entendu. Au cœur des ténèbres, le pouvoir. Oui, mais au cœur des ténèbres, mais pas n'importe quelle ténèbre. Voilà. C'est pas ce pouvoir obscur qui serait la source de toutes sortes de conspirations. Non, le négatif. C'est quoi ? C'est la solitude, c'est l'exil, c'est l'humiliation, c'est la peur qui est le plus grand ingrédient du pouvoir. Vous savez, on peut parler du pouvoir de l'extérieur. La vérité du pouvoir quotidien, c'est quoi ? C'est la peur. C'est la peur et la solitude. Il faut prendre des décisions difficiles. Il faut avoir peur du lendemain. Alors, cette angoisse de ne pas être à la hauteur des attentes. C'est terrible, ça. C'est la partie tragique du pouvoir. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je vois un pouvoir exercé sans conscience du tragique. Là, je me dis, c'est plus la France. C'est le cas en ce moment ? C'est plus la France. C'est le cas en Mais ce moment ? je ne dis pas que c'est la France. Je ne dis pas que c'est le cas en ce moment. Je dis que c'est un risque permanent pour le pouvoir que d'être aspiré par les lumières, les paillettes et la cour et d'oublier la conscience quotidienne de l'exercice. Vous savez, Philippe Sellers, qui peut devenir peut-être votre Yasmina Reza, on ne sait pas. Yasmino Rezo. Yasmino Rezo, oui.
le soir de l'élection le soir de l'élection de François Mitterrand, j'allais dire, de Nicolas Sarkozy, elle lui dit tu es content, dit-elle, et Nicolas Sarkozy répond oui, je suis content en profondeur, mais je n'ai pas de joie. Ça doit résonner en vous, ça. Oui, c'est une belle phrase. Je suis content en profondeur, mais je n'ai pas de joie. C'est là-dessus qu'on terminera. C'est là-dessus qu'on terminera. On se retrouve bientôt. On va voir, on va se suivre beaucoup. J'ai l'impression, on va beaucoup entendre parler de vous ces prochains temps. Hein. Votre deuxième chance, vous en aurez, parce que, comme Gandhi dit, chaque homme a une deuxième chance. Hein. Non, chaque homme a un devoir, Monsieur Moiti, et pour ma part, j'essaye de l'exercer du mieux possible. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5. La chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Premier ministre. Merci Madame. Merci Messieurs. Et je vous renvoie à vos livres. Une vie divine, Philippe Solers, qui est apparu en livre de poche. Iran, le choix des armes. Michel Godet, le courage du bon sens. Et si vous voulez bien montrer le livre de Dominique de Villepin, parce que moi, il est trop loin pour moi. Montrez-le à une caméra. Le soleil noir de la puissance. Bon ben voilà, le soleil noir de la puissance par Dominique de Villepin. Voilà, mais non, pas du tout. Merci beaucoup, à bientôt, à dimanche.